Imaginez un joueur si précis, si posé, si intelligent, qu'il a réussi à rendre l'un des sports les plus brutaux au monde presque calme. Le rugby a connu des monstres physiques, des géants capables d'écraser les plaquages, des flèches capables de dépasser des lignes défensives entières, des guerriers qui intimident avant même que le coup de sifflet ne retentisse. Mais un joueur a dominé le sport sans être le plus rapide, sans être le plus fort, sans être le plus explosif. Il contrôlait les matchs comme un grand maître d'échecs contrôle son échiquier. Toujours 3 coups d'avance, toujours calme, toujours calculateur. Voici l'histoire de Dan Carter, le joueur impossible. Et voici pourquoi il était injouable. Dan Carter est né en 1982 à Southbridge, une petite ville de Nouvelle-Zélande. Dans la plupart des pays, être bon au rugby est impressionnant. En Nouvelle-Zélande, c'est attendu. Le rugby n'est pas seulement un sport là-bas. C'est une identité, une culture, presque une religion. Les enfants grandissent en rêvant du maillot noir. Des communautés entières vivent autour des matchs du samedi. Et dès son plus jeune âge, Carter était marqué comme spécial. Il n'était ni bruyant ni extravagant. Mais les entraîneurs ont remarqué quelque chose de différent. Sa technique était propre. Ses coups de pied étaient équilibrés. Ses passes étaient fluides. Tout semblait naturel, contrôlé. Mais voici le problème. En Nouvelle-Zélande, le talent seul ne suffit pas. Les attentes sont énormes. Quand vous grandissez dans le pays des All Blacks, vous ne vous contentez pas d'être bon. On attend de vous que vous soyez exceptionnel. Tout le reste est considéré comme un échec. Adolescent, Carter était déjà considéré comme un prodige. Pourtant, au début de sa carrière professionnelle, les critiques n'étaient pas totalement convaincus. Il ne traversait pas les défenseurs à chaque match. Il ne produisait pas des actions spectaculaires chaque week-end. Certains allaient même jusqu'à le qualifier de trop propre, trop scolaire, trop sûr. Dans une culture du rugby qui célèbre la domination brute, certains se demandaient s'il possédait l'instinct du tueur. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est ceci. Dan Carter ne gagnait pas par la force, il gagnait par la précision. Dès le début, Carter voyait le jeu différemment. Là où les autres voyaient le chaos, il voyait la structure. Là où les autres réagissaient instinctivement, il anticipait les schémas. Il étudiait les lignes défensives comme des puzzles à résoudre. Il comprenait l'espace, le timing, le tempo. Il savait quand accélérer le jeu et quand le ralentir. Il ne jouait pas simplement au rugby, il l'orchestrait. En évoluant avec les Crusaders en Super Rugby, son influence est devenue indéniable. Son jeu au pied était presque chirurgical. Pénalité à longue distance sous pression. Routine. Coup tactique pour repousser la défense. Mesuré à la perfection. Transformation depuis des angles difficiles. Sûr de passer. Mais la grandeur de Carter ne se résumait pas à marquer des points au pied. C'était sa complétude. Précision des passes sous pression. Engagement défensif. Gestion du jeu dans les matchs serrés. Vision pour anticiper les overlaps avant qu'ils n'apparaissent. Capacité à reconnaître quand une passe risquée n'était pas nécessaire. Contrairement à beaucoup de stars qui comptent sur des éclairs de génie, Carter misait sur la constance. Il ne jouait pas au hasard. Il construisait la pression, phase après phase, minute après minute, jusqu'à ce que l'adversaire craque. C'est ce qui le rendait terrifiant. Il prenait toujours la bonne décision, pas la plus spectaculaire, pas la plus dramatique, la bonne. Ses coéquipiers lui faisaient confiance parce qu'il apportait le calme. Les entraîneurs lui faisaient confiance parce qu'il exécutait la stratégie à la perfection. Les adversaires le craignaient parce qu'il contrôlait le rythme. Quand Carter était sur le terrain, le match se jouait à son tempo. Rapide quand il le voulait, lent quand c'était nécessaire, direct quand l'espace s'ouvrait, tactique quand le contrôle comptait. Il était le métronome du rugby néo-zélandais. Mais même la perfection est fragile. Les blessures ont commencé à interrompre sa progression. Déchirure des ischio-jambiers, problèmes au tendon d'Achille, adducteurs fragilisés. Chaque fois qu'il atteignait son apogée, son corps semblait le trahir. Et puis est arrivée la douleur de la Coupe du Monde 2007. La Nouvelle-Zélande arrivait favorite. Carter était en pleine forme. Tout semblait pointer vers la domination. Mais en quart de finale contre la France, l'impensable se produisit. Les All Blacks furent éliminés. En Nouvelle-Zélande, un échec en Coupe du Monde n'est pas seulement une déception. C'est un traumatisme national. Carter était dévasté. Et soudain, le garçon en or était critiqué.
Certains se demandaient s'il pouvait être décisif dans les moments les plus importants. Était-il brillant lors des tests classiques, mais incapable de porter l'équipe quand l'histoire l'exigeait? Ces doutes faisaient plus mal que n'importe quelle blessure. Puis, avant la Coupe du Monde 2011, organisée en Nouvelle-Zélande, le destin frappa à nouveau. Carter subit une blessure à l'aine et fut écarté avant les phases finales. Le meilleur joueur du monde, spectateur lors du tournoi le plus important sur son sol natal. Imaginez cela, des années de préparation, des années de pression. Regardez depuis les tribunes. Même les plus grands peuvent disparaître. Pour beaucoup de joueurs, cela aurait été la fin. 2 Coupes du Monde, 2 désillusions, des blessures physiques à répétition, pression nationale constante. Mais Dan Carter fit quelque chose de différent. Il se recalibra. Il reconstruisit son corps. Il renforça son esprit. Il mûrit. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il se concentra sur la maîtrise. Lorsque la Coupe du Monde 2015 arriva, Carter n'était pas seulement talentueux. Il était complet, expérimenté, mentalement inébranlable, leader. Et dans ce tournoi, tout changea. Il n'essaya pas de dominer physiquement. Il ne chercha pas la prouesse irréfléchie. Il contrôlait chaque match comme un chef d'orchestre dirigeant son orchestre. Lors des phases finales, il était glacial. Coup tactique qui enfermait l'adversaire dans son camp. Coup de pied traversant le terrain exécuté avec un timing parfait. Distribution calme sous pression défensive. Lecture défensive qui neutralisait les attaques avant qu'elles ne se développent. Puis vint la finale contre l'Australie. Pression, histoire, héritage. Et Carter livra une démonstration magistrale. Drop goal calme, pénalité longue distance sous tension extrême, transformation parfaite, chaque action mesurée, chaque décision précise. Il ne surclassa pas l'Australie, il les maîtrisa. Il ne domina pas par la force, il domina par le contrôle. Cette finale réécrivit son histoire. Les doutes disparurent, les critiques s'éteignirent. Le récit changea. Dan Carter n'était plus seulement techniquement doué. Il était clutch, décisif, complet. Lorsqu'il quitta le rugby international, il laissa derrière lui un modèle que peu pourraient jamais reproduire. Parce que voici la vérité. Personne ne sera jamais comme Dan Carter. Pas parce que les autres manquent de talent, pas parce que les autres manquent de force, mais parce que la complétude est rare. La plupart des joueurs ont un super pouvoir, vitesse explosive, puissance brute, flair imprévisible. Carter avait l'équilibre. Il n'était pas une machine à highlight marquant des essais miracles chaque semaine. Vous ne trouverez pas des clips viraux infinis de ses crochets. Il ne comptait pas sur le chaos. Il comptait sur la clarté. Et la clarté gagne les championnats. Certains joueurs font du bruit. Ils électrisent les foules. Ils font exploser les stades. Dan Carter créait le silence. Ce genre de silence où le stade sait déjà que le ballon va passer entre les poteaux avant même qu'il ne quitte son pied. C'est une grandeur d'un autre niveau. Parce que le rugby, au fond, est un jeu de décision sous pression. Contrôle du terrain, timing, patience, exécution. Carter maîtrisait tout cela. Les jeunes ouvreurs d'aujourd'hui sont mesurés à son standard. Peuvent-ils tirer à 80% sous pression? Gérer le tempo d'une finale? Lire les lignes défensives 2 phases à l'avance? Rester calme quand le momentum change brutalement? Voilà le modèle Carter. Il transforma le rugby en stratégie. En échec à grande vitesse joué par des athlètes élites se percutant à pleine force. Et tandis que d'autres comptaient sur l'instinct pur, Carter mélangeait instinct et intelligence. Il rendait le complexe simple. Et c'est peut-être pour cela que certains spectateurs occasionnels ignorent son génie. Les joueurs spectaculaires dominent les reels. Les joueurs parfaits dominent l'histoire. Alors, voici la question. Le rugby préfère-t-il les joueurs spectaculaires ou les joueurs parfaits? Retient-on le geste flashy ou celui qui contrôle silencieusement chaque issue? Si vous croyez que la grandeur n'a pas besoin d'être bruyante, si vous croyez que l'intelligence peut être aussi puissante que la force, alors Dan Carter est votre réponse. Certains joueurs font vibrer les foules. Lui, il gagnait les matchs. Et c'est pourquoi Dan Carter sera à jamais reconnu non seulement comme l'un des meilleurs ouvreurs de tous les temps, mais comme le joueur parfait.